Bienvenue à ce nouveau numéro des Grands Angles Environnemental, mesdames et messieurs, et nous vous saluons partout où vous nous suivez. Nous sommes revenus dans notre émission pour parler d'une question liée à la conservation de la nature qui est aussi une question si importante que nous devons chaque fois nous intéresser. Alors votre émission qui parle des objectifs du développement durable, Grand Angle Environnemental, revient sur cette question. Nous recevons pour vous le directeur-chef des sites du parc national de Kahuzi-Biega, M. Didier Biaombe, avec qui nous allons parler de la question du parc national de Kahuzi-Biega que vous connaissez très bien. Alors d'abord nous disons salut M. Directeur. Salut. Alors ceux qui nous suivent pour la première fois, ou soit ceux qui vous voient pour la première fois, ou ceux qui ne maîtrisent pas la question liée à la conservation de la nature, se pose la question, Kahuzi-Biega c'est quoi? Alors ils peuvent avoir une brève présentation sur ces sites. Merci beaucoup. Un peu de mots pour présenter le parc national de Kahuzi-Biega. C'est une aire protégée de catégorie 2 qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un parc de 6000 km². Créé en 1900, s'il faut utiliser ce langage, en 1970 pour la haute altitude. En 1975, on a fait l'extension jusqu'en basse altitude. Mais de par son origine, le parc national de Kahuzi-Biega n'a pas commencé en 1970. Ça a commencé depuis 1937 comme une réserve forestière et qui était déjà protégée à l'époque coloniale. Et c'est en 1970 que, sur demande des étudiants congolais en Belgique de l'Est, on a transformé cette réserve en parc national. Et ayant vu qu'il y avait une grande partie et une grande zone qui était riche en biodiversité en basse altitude. Quand je parle de basse altitude, je vois la partie de Maniema, Kasese, je vois la partie de Shabunda, Lulingu, Nzovu, je vois la partie de Nord Kivu, vers Walikale et Tebero. Tout ça, ça constitue la basse altitude du parc national de Kahuzi-Biega. Et la haute altitude, c'est cette partie qui serpente, Kabare, Calais et un peu de Walungu. C'est ça la haute altitude. Et l'extension a eu lieu en 1975. Pourquoi ce parc? Puisqu'on a trouvé que c'était une zone où il y avait encore une grande biodiversité. Notamment, c'est presque le dernier refuge de gorilles et de plaines de l'Est, les Graouélis. Ce sont des espèces phares qui sont des espèces phares et endémiques même à la zone. Puisqu'il n'y a pas de gorilles de plaines de l'Est dans un autre pays au monde, sauf en RDC et uniquement au parc national de Kahuzi-Biega. Uniquement au parc national de Kahuzi-Biega. C'est là où les gens peuvent le visiter dans une aire protégée. Il est vrai qu'on peut les voir en dehors de Kahuzi-Biega, puisque nous avons aussi la réserve du Tombo où il y a des gorilles de plaine de l'Est, mais qui ne sont pas encore visitables. Et il y a une partie dans d'autres forêts au niveau toujours de l'Est, mais pas en dehors du pays. Et le parc national de Kahuzi-Biega, c'est une grande zone forestière, bien sûr, et dont deux volcans éteints, Kahuzi et Biega, ont donné le nom à ce parc, puisque ce sont les deux montagnes. Donc le nom de Kahuzi-Biega provient de deux montagnes. Deux volcans qui sont éteints. Deux volcans qui sont éteints. C'est-à-dire qui ne sont plus en éruption. Qui ne sont plus en éruption. Et qui ont donné ce nom. Il y a un volcan qu'on appelait Kahuzi et un autre qu'on appelait Biega. Et c'est un peu ça l'historique de cette forêt, de cette zone que nous sommes appelés à gérer aujourd'hui, qui est une zone pour moi vraiment merveilleuse. Puisque quand vous visitez Kahuzi, sincèrement, vous ne sortez pas d'ici. Le parc traverse combien de provinces? Le parc est à cheval entre trois provinces, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Voilà. Quand je parlais de la basse altitude, je pense que j'ai touché les trois provinces. Voilà. Mais la grande partie, c'est au Sud Kivu. Ouais. Et nous avons presque 10% au Nord Kivu et nous avons 8% au Maniema. Le parc est accessible par... Le parc est accessible à beaucoup d'endroits. Selon la configuration ancienne, il y avait des routes qui permettaient qu'on puisse faire le tour du parc lors de sa création. Mais aujourd'hui, avec l'enclavement, avec l'état de nos routes, il est difficile d'arriver à quelques endroits comme Shabunda où il faut faire beaucoup de jours pour y arriver. Comme Kasese, c'est dans les Pugna au Maniema. Il faut seulement partir par avion.
Mais dans les temps anciens, on pouvait arriver facilement par véhicule aussi. Alors, après nous avoir présenté cette aire protégée qui est une aussi des merveilles de la République démocratique du Congo, mais on retient de votre gestion qu'en 2019-2020, vous avez été primé comme meilleur gestionnaire des aires protégées. En 2020-2021, vous avez aussi reçu le prix de l'excellence d'endurance, donc l'endurance dans l'excellence. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret pour que vous puissiez ramasser des prix successivement? Si c'était vraiment ramassé, je souhaiterais ramasser plus que ça. Ah bon? Mais comme ce sont des mérites, je pense que c'est le fruit d'un travail vraiment accompli. C'est le résultat d'une évaluation qui a été faite et qui a conclu qu'il fallait qu'on y arrive. Mais aussi, je voulais dire que tout part de la vision que j'avais eue du gestionnaire de l'ICCN. Quand j'ai eu ma mutation, c'était en 2018. C'est depuis 2018 que vous êtes au Parc national de Kahuzi-Biega. Au Kahuzi-Biega. J'avais demandé au gestionnaire qu'est-ce que je dois aller faire au parc. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de moi au Parc national de Kahuzi-Biega? Puis c'est cette question, moi, me revient toujours. Il y a des questions que j'ai toujours voulu poser. Quand il y a des bailleurs qui veulent amener l'argent, j'aime toujours leur demander pourquoi vous m'amenez cet argent et qu'est-ce que vous voulez que cet argent puisse faire au parc. Voilà. Et quand vous m'imitez, j'aime toujours poser la question de dire qu'est-ce que vous attendez de moi. Parce que celui qui te donne une imitation, il a une idée de ce qu'il attend de toi. Voilà. Et le directeur général, le docteur Passé Cosma, que je salue en passant, m'avait dit que essaie de te concentrer pour la sortie du parc de la liste en péril. Et là, il faut commencer. Donc c'est un parc qui était déjà dans la liste rouge. Les 5 sites du patrimoine mondial en RDC, les sites naturels, sont sur la liste du patrimoine mondial en péril. Voilà. Et les grands combats que nous avons, de tout ce que nous pouvons faire, moi je me dis, les grands résultats que nous attendons, c'est de faire sortir ces sites de la liste en péril. Mais c'est directeur, avant que vous puissiez évoluer, cette expression que vous faites sortir, c'est une expression que tout le monde ne maîtrise pas. Où chacun peut savoir, lorsqu'on parle des sites en péril, ça veut dire quoi? Des sites qui sont déclassables, des sites qui sont prêts à être supprimés, ou ça veut dire quoi? Oui. 10 ans après la création du parc national de Kahuzi-Biega, il était classé sur la liste du patrimoine mondial. Oui. À cause de toutes les richesses qu'il y avait, avec cette biodiversité exceptionnelle que regorge ce parc. Au niveau international, on a élevé ce parc au niveau du site du patrimoine mondial. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ouais. Il y a toujours un suivi qui s'est fait avec les experts au niveau international, de l'ICN et les autres. Il est arrivé qu'au niveau de la RDC, toutes nos aires protégées sont tombées dans la destruction. Ouais. Et c'est cette destruction qui a conduit que ce parc ou ces aires protégées soient classées sur la liste en péril. En péril, ça veut dire donc il y a quelque chose qui était meilleur, mais avec les effets négatifs qui sont orientés vers cette chose, la chose est en train de perdre sa valeur, est en train de périr. Donc les valeurs exceptionnelles sont en train de périr. Et c'est comme ça que le site est classé sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que comme c'est en train de disparaître ou de s'effacer qu'il faut les maintenir à ce niveau. Notre combat comme gestionnaire, c'est essayer de se battre pour que nous puissions encore récupérer toutes ces valeurs, relever le niveau et essayer de récupérer encore notre ancienne place du site du patrimoine mondial. Alors, c'est par ces combats que vous avez été... C'est vraiment en ces mots très simples que je peux expliquer. Ouais. C'est vrai, c'est toute une histoire de comment cela est arrivé. Mais je pense que notre combat, c'est essayer de faire sortir ce parc de cette liste en péril. Et là, le premier grand point qui était très crucial, c'était la libération du couloir écologique. Voilà. Il y a un couloir qui relie la haute altitude à la basse altitude. Et ça, c'est le couloir de migration ou de mouvement, même des animaux, de la haute à la basse altitude ou de la basse à la haute altitude. C'est une opération qui s'est faite l'année passée. En 2018, nous nous sommes mis avec l'effort ou l'implication de tous les vaillants du parc national de Kahuzi-Biega, nous avons réussi à déloger tous ceux qui occupaient le couloir écologique. Ouais. Et ça, c'était une des grandes actions
je peux dire que les fermiers qui occupaient le couloir écologique, ils sont là depuis des années. C'était les fermiers qui occupaient ou bien c'était les groupes armés? C'était les fermiers qui occupaient et les fermiers, bien sûr, ils étaient accompagnés par des gens qui protégeaient. Je ne sais pas qualifier si c'était des groupes armés ou quoi, mais il y avait des gens qui protégeaient leurs fermes et qui étaient aussi armés, bien sûr. Mais il y a eu ce silence où on ne savait pas comment arriver. Il y a eu des réunions, il y a eu plusieurs contacts, mais la solution n'était pas toujours là. Alors je me suis dit, il ne fallait plus aller dans des négociations, peut-être il fallait utiliser aussi un peu de force pour balayer. C'est comme je l'ai toujours dit, comme si on te donnait d'habiter une maison et tu trouves la maison est sale. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à installer les salauds, tu commences pas à balayer la maison. Alors moi, on m'a donné une maison qui est le parc national de Kahuzi-Biega où je devais habiter, que je devais gérer. J'ai trouvé que c'était sale. Eh bien, il fallait commencer par balayer. Et évacuer le couloir écologique, c'est, à mon sens, une idée sur la propriété de ce qui doit être une aire protégée. Et beaucoup d'autres, puisque quand vous regardez les exigences ou les conditions de l'UNESCO, c'est toute une liste que nous devons accomplir pour sortir de la liste en péril. Mais ce qui était crucial, c'était le couloir écologique. Donc aujourd'hui, on peut dire déjà que nous espérons à une sortie définitive de cette situation pour que le parc national de Kahuzi-Biega revienne. Si la décision revenait à moi, demain j'allais la proclamer. Ah bon? Malheureusement, elle ne revient pas à moi, ce n'est pas à moi de décider. C'est ce qui veut dire que nous attendons que la décision, les grandes conditions ont été déjà accomplies. Pas accompli à 100%, mais nous sommes vraiment dans les processus et je peux vous rassurer qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées. C'est tout un processus et il faut que les gens viennent témoigner au niveau international, voir que réellement ce que nous disons est vrai. Et c'est après cela que, avec l'implication des autorités du pays, on peut arriver à prendre cette décision de la sortie. Moi, je pense qu'on n'est pas trop loin, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées. Et s'il faut revenir à notre première préoccupation, c'est sur base de toutes ces réalisations par rapport à la sortie de la liste en péril qui a touché les gens. Et puis, nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. Ça, j'aime toujours le signaler, puisque nous n'avons pas eu de financement depuis que je suis là. Nous n'avons pas encore eu de financement. C'est juste vraiment des gouttelettes, avec un grand retard. Peut-être après 10 mois, on vient vous donner un peu de fonds. Et malgré toutes ces conditions, on est arrivé quand même à marquer des résultats qui ont touché les observateurs curieux de trouver quand même il y a des choses qui se font, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Mais comment on est arrivé à faire tout ce qui est en train de se faire, à avoir tous ces résultats sans moyens? Il fallait quand même cette reconnaissance. Pour moi, c'est juste des actes de reconnaissance des efforts que nous avons à fournir. Directeur de Dieu, nous savons que l'information qui a été toujours répandue, c'est le parc national de la République démocratique du Congo, siège des groupes armés, siège de l'insécurité, milieu inaccessible. Vous, en tant que chef de site, je rappelle que vous n'habitez pas à Kinshasa, vous habitez dans le parc national de Kahuzi-Biega. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que cette information qui a été toujours répandue n'est pas complètement vraie? J'ai du mal à nier. J'ai aussi du mal à accepter. J'ai du mal à nier pourquoi? Puisque je me dis, s'il y a des groupes armés, mais ces groupes armés viennent d'où? Ce sont souvent les enfants de villages environnants, les aires protégées, qui cherchent des armes et qui se cachent dans les aires protégées. Ça, c'est vraiment une question qui peut amener beaucoup de discussions. Mais au moins, je me dis, au Kahuzi-Biega, on est vraiment beaucoup avancé. En 2017, on comptait une cinquantaine de groupes armés. Cinquantaine de groupes armés dans le parc. Dans le parc. Mais il y a aussi une question. Qu'est-ce qu'on appelle les groupes armés? Puis il suffit que 5 personnes puissent se retrouver avec des AK, ils sont déjà groupés armés. Il suffit que 10 personnes puissent se retrouver avec des calibres 12 et autres, c'est un groupe armé. Mais aujourd'hui, je peux vraiment rassurer que le parc national Kahuzi-Biega est en train d'aller toujours vers l'avant dans le cadre de pacifier toute sa zone. Il y a vraiment les petits groupes, je peux compter même 2 ou 3 qui restent
et qui sont en contact avec les autorités au niveau de la province pour les sorties. Ils ont été sensibilisés, ils sont d'accord. Il y a ceux qui sont en train de tourner, je pense qu'ils sont un peu peurs, mais notre mission avec les autorités, surtout politico-militaires de la région, nous sommes en train de voir comment cela peut arriver. Je peux vous rassurer aussi que côté par exemple Walikale, Velitebero, il n'y a presque pas de groupe armé maintenant, alors qu'avant il y en avait beaucoup. Et tout ça dans les parcs, les gens sont en train de sortir. Sur une cinquantaine qui comptait le parc, aujourd'hui on peut avoir vraiment 4 ou 5. 4 groupes. Donc c'est ce qui veut dire que vous avez fait il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont contribué à la sécurité dans les parcs et en dehors du parc. Donc autour du parc et dans les parcs. Et ça, je salue les efforts des autorités nationales, mais aussi des autorités provinciales qui s'impliquent avec les commandants régions, le secteur nord-sud. En tout cas, le travail s'est fait en synergie et nous avons des résultats. Nous pensons que sur la question des groupes armés, on a déjà beaucoup avancé. Dur que dans les aires protégées, c'est un bastion de groupes armés. Je dirais oui, puisqu'il y a des aires protégées où peut-être les efforts ne sont pas encore beaucoup fournis et nous avons des résultats, nous voyons des conséquences à tout moment où il y a des tueries et autres. Mais petit à petit, l'État est en train de prendre vraiment le dessus pour essayer de sécuriser toutes nos aires protégées. Et c'est la raison pour laquelle on a même mis en place les corps PPN. Je pense que toutes ces visions, c'est une préoccupation des autorités au niveau national et même au niveau provincial, même au niveau de toutes les instances. Et cela arrivera à terminer un jour. Alors, la grande question que nous allons aussi savoir, directeur dédié et devenir, ou il était déjà ressortissant des peuples qu'on appelle peuples autochtones, communément que nous appelons les pygmées. Parce qu'on a vu directeur de Dieu être intronisé par les pygmées pour devenir leur chef. Avez-vous fait une imitation ou juste vous êtes ressortissant de ces peuples? Peut-être 3 choses. Ouais. La première des choses est que je suis de la famille de lignée royale. Voilà. Je suis l'enfant du roi des rois. Donc je suis de la lignée royale déjà. Et la deuxième chose est que les peuples autochtones sont les premiers occupants de l'Afrique centrale. Voilà. Selon ce qu'ils se disent, selon l'histoire, nous avons tous étudié ça. Les pygmées, ce sont eux qui ont occupé l'Afrique centrale avant l'arrivée des Bantous. Ouais. Et moi je pense que si il en est ainsi, ils sont les premiers qui ont occupé toute cette forêt, ou toutes ces forêts que nous déclarons aujourd'hui les aires protégées. Il est vrai, nous retenons sur leur mode de vie. Ils étaient nomades, ils n'étaient pas sédentaires. Ils vivaient de la cueillette et de la chasse. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de village. Voilà. Ils erraient, ils circulaient dans toutes ces forêts. Et s'il en est ainsi, et que quand les Bantous sont venus, ils ont trouvé cette forêt-là, ça veut dire que les peuples autochtones n'ont pas détruit la forêt. Voilà. Ils ont c'est le premier forestier qui protège la forêt. Voilà. Et si moi, on m'envoie au Kaozi Biega pour protéger la forêt, d'un coup, nos visions se réunissent. Protecteur de la forêt, envoyé par l'État, mais qui trouve un protecteur de la forêt de sa nature. Voilà. Nous deux, nous faisons l'alliance. Voilà. Et c'est cette intronisation-là. Donc c'est une alliance entre un protecteur qui a été envoyé par l'État congolais et les protecteurs de nature qui se réunissent, qui se retrouvent ensemble, qui signent une alliance pour dire protégeons notre forêt. Mais ce peuple, c'est un peuple très compliqué, difficile à vivre, à collaborer, surtout avec les Bantous. Comment vous êtes parvenu jusqu'à ce que vous puissiez avoir un accord, je ne sais pas, bon, pas même un accord, mais être accepté complètement et que vous puissiez porter le fardeau de la responsabilité de leur destin, parce que devenir leur chef, c'est avoir leur destin à main pour les représenter dans beaucoup de choses. Oui, c'est un signe de confiance. Un signe de confiance, un signe d'ouverture. C'est une marque de savoir-vivre aussi. L'ICCN a mis en place une stratégie qu'on appelle la stratégie de conservation communautaire. Oui. Et sur base de cette stratégie, moi je ne la vois pas comme c'est écrit, mais je dois la porter dans ma tête. Voilà. Pour dire tous les riverains du parc national de Kaozi Biega, je dois les faire des amis. Voilà.
ils font d'office partie prenante de la gestion de ces parcs. Et s'ils font partie prenante de la gestion du parc, je dois être à tout moment en contact avec eux. Je dois avoir une bonne relation, une bonne collaboration avec eux. Et c'est dans cette bonne collaboration, franche, sans mensonge ou des intérêts tirés de l'autre côté, je pense qu'on peut y arriver. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Je peux vous rassurer qu'il est vrai. Beaucoup de gens se demandent. Et il y a même des gens qui pensaient que moi j'avais donné quelque chose. Moi je n'ai rien donné au peuple. Et puis ils sont combien? Ça s'est fait comment? Je vais donner à combien? Puis c'est le jour de la cérémonie, ils étaient des milliers, ils étaient plus de 2000. Mais comment c'était passé? Parce qu'on a vu ça même, en tout cas le monde entier en parlait. Et puis en parle jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez arriver jusqu'à ce point? Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière brève le processus qui s'est passé pour que vous puissiez arriver à ce niveau-là? Oui, le processus, c'est d'abord l'engagement personnel. Ouais. Tout est parti d'un mensonge qui tourne toujours autour du parc national de Kahuzi-Biega. Il y a deux mensonges que je n'ai jamais acceptés. Ouais. Le premier mensonge est que le monde entier dit les pygmées qui ont été chassés de Kahuzi-Biega. Moi, je dis les pygmées n'ont pas été chassés de Kahuzi-Biega. On venait de parler tout de suite que les pygmées avaient un mode de vie nomade. Voilà. Ils vivaient de la cueillette et de la chasse. Et quelqu'un qui était nomade, donc il n'avait pas de village. Alors, où est-ce qu'il a été chassé? Il vivait dans cette forêt-là. Voilà. C'est qui est vrai que quand le parc a été créé, on les a interdits de ne plus avoir accès aux ressources. Et quand on interdit d'avoir accès aux ressources, normalement, ce que le parc devait faire, serait de chercher les ressources en dehors, leur amener les ressources, ce qu'on appelle les alternatives, en dehors du parc, pour qu'ils ne puissent pas venir les chercher toujours dans les parcs. Ça, c'est un premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est quoi? Depuis des années, il y a des ONG qui ont déjà fait 50 ans en train d'accompagner ces pygmées. Mais quand vous regardez leur mode de vie, ils sont toujours le même. Rien n'a changé. On dit ça va, nous devons protéger les cultures, je suis d'accord. Je suis le grand protecteur de la culture des pygmées aussi, et même de ma culture. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vraiment les accompagner sans voir même des traces de là où était parti le peu d'argent qu'ils ont reçu. Il y a eu beaucoup de financements pour le peuple autochtone autour du parc national de Kahuzi-Biega. Mais quand vous circulez sincèrement, il n'y a rien de traces où était parti cet argent. Et curieusement, quand vous menez les enquêtes, cet argent a construit des immeubles à Bukavu. Cet argent a acheté des jeeps à Bukavu. Cet argent est en train de faire étudier les enfants des Bantous. Voilà. Deux choses. Aucune ONG à Bukavu qui milite pour les intérêts des pygmées utilise un pygmée dans leur bureau. Même pour balayer aux sentinelles. Il n'y en a pas. Donc ils sont utilisés comme... sont abandonnés. Et ça, c'est le deuxième mensonge que je n'ai jamais accepté. Quand vous allez maintenant au Kahuzi-Biega, nous avons plus de 60 agents pygmées. Plus de 60 agents pygmées qui sont payés mensuellement, qui sont engagés et payés. Plus de 60. Mais les ONG montrent que c'est le parc qui les a chassés, qui doit prendre en charge. Mais quand le parc nous a chassés et doit nous prendre en charge, mais pourquoi vous prenez encore l'argent que le parc doit nous utiliser pour nous prendre en charge? Ce sont des choses que je n'accepte pas. Et je me suis mis juste à leur côté. J'ai pris du temps. Ça fait presque 3 ans que je suis là. Et tout mon temps était de les approcher, leur montrer comment ils sont victimes d'une instrumentalisation. Tout ce qu'ils font pour détruire ou pour déforester les parcs, c'est juste le jeu de ces ONG pour montrer qu'il y a conflit, puisque c'est une histoire de... S'il n'y a pas de conflit au Kahuzi-Biega, les ONG n'ont pas d'argent. Voilà. Il faut que les ONG alimentent. Donc ils doivent créer des conflits pour qu'ils bénéficient. Il y ait de l'argent pour les ONG. Voilà. Et ayant compris tout ça, je me suis dit, je n'attaque pas les ONG, mais je m'approche de ces peuples autochtones pour leur dire, regardez comment on est en train de vous exploiter. Regardez comment les gens sont en train de s'enrichir derrière vous. Et moi, ma vision, c'était, juste au début de mon arrivée, j'ai dit, on doit mettre en place un cadre de dialogue. Voilà. Le cadre de dialogue, ça veut dire quoi? C'est un cadre qui va réunir l'ICCN, comme PNKB, les ONG et les pygmées. Si l'ONG reçoit $10,000 pour le peuple autochtone, l'ONG dit, nous avons reçu $10,000 pour le peuple autochtone, c'est pour, par exemple, la scolarisation. Voilà. Et les pygmées sont informés et nous sommes informés. Et à la fin, on peut évaluer, vous avez scolarisé combien d'enfants à la fin de l'année. Au moins, ça, c'est une transparence. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Moi, je scolarise 1200
enfants pygmées. 1200 enfants pygmées. 1200 enfants pygmées. Niveau ça, primaire, c'est le parc qui les prend en secondaire et universitaire. Ça, c'est le parc qui les prend en charge, 1200. qui paye les frais scolaires et les frais académiques pour ces enfants. Ceux qui sont dans des écoles... Ces pygmées dont vous prenez les frais en charge, les frais de leurs enfants en charge, ce sont des pygmées travaillant dans le parc? Non. Ce sont les pygmées qui ne travaillent pas avec nous. Seulement de la population en riveraine. En haute altitude et en basse altitude. Ouais. On n'a pas choisi. On a pris tous les pygmées qui sont riverains du parc sans choisir ceux qui travaillent. D'ailleurs, le premier critère, c'était de choisir d'abord ceux qui ne travaillent pas avec nous. Voilà. C'est après avoir terminé les enfants et ceux qui ne travaillent pas avec nous que nous avons pris quelques enfants et ceux qui travaillent avec nous. Mais les premiers bénéficiaires, ce sont les pygmées qui ne travaillent pas avec nous. Puis au moins ceux qui sont avec nous, ils ont déjà leur salaire et leur prime. Ça les aide quand même pour la survie. Alors pour ce qui est du cadre de dialogue, je me suis dit, tout ce que nous aurons, nous, comme financement, on va commencer à montrer. Et ça a été à la base d'un grand combat qui a poussé même les pygmées à entrer dans les parcs pour faire la déforestation. Vous avez tous suivi, ça a été suivi au niveau international. On a perdu plus de 450 hectares de forêts qui ont été déforestées. Mais avec les échanges, petit à petit, ils ont compris. Ils ont commencé à comprendre qu'il n'y a pas de pygmées sans forêt. Vous allez terminer la forêt, demain vous irez où? Et vous êtes surtout une grande partie en haute altitude. Quand vous irez attaquer la forêt de la basse altitude, les gens vont commencer à vous chasser. Et avec cette prise de conscience, ils ont compris que non, celui qui a plus le souci d'eux, ce ne sont pas les ONG, c'est moi. Alors comment la nouvelle vous a été annoncée? Qui a pris l'initiative de venir vous annoncer que nous, maintenant nous sommes décidés de vous introniser? Ça c'était vraiment une surprise. Moi-même j'ai reçu l'invitation et là sur l'invitation on écrit intronisation du chef de site. Je me dis quoi? Ça va se passer comment? Je ne savais pas. On est allé, c'était un samedi. Le dimanche matin, la cérémonie a commencé. On dit non, tu dois aller avec nous puisqu'on va t'introniser comme notre chef. Normalement l'intronisation ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas vraiment une intronisation de tout ce qu'il y a comme valeur anthropique ou sociologique de la sorcellerie, non. C'est juste un mandat que les pygmées ont voulu donner pour dire désormais, nous vous présentons le directeur chef de site qui est notre interprète. Donc c'est vous qui représentez les pygmées dans les grandes rencontres. Pour chercher des financements, pour essayer de me battre pour leur survie. C'est ça le mandat que j'ai. Essayer de défendre leurs intérêts, essayer de militer pour que la valeur ou la culture bantou ou batois puisse être aussi reconnue. Mais essayer de se battre pour les alternatives à leur vie. Comment vous vivez avec les anciennes ONG qui se battaient déjà depuis longtemps, eux qui bouffaient sur les dos des pygmées? Non, on est là, ils sont ensemble avec nous. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un cadre de dialogue qui a été mis en place et qui a des activités. Nous avons un cadre de suivi du processus de dialogue de Panorama à Bukavu qui met en exergue toutes les parties prenantes. Et ça nous permet de nous retrouver ensemble. Pour moi, c'est déjà un cadre de dialogue qui est là et qui permet quand même qu'on puisse. Et pour preuve, la dernière réunion avant mon voyage ici à Kinshasa, on était avec tout le monde et on a présenté le peu de fonds qu'on avait pour payer la scolarité des enfants, pour payer les uniformes, pour payer les cahiers, les sacs des enfants pygmées. Et on a commencé déjà la remise de tous ces biens pour que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Et ça, nous l'avons fait en présence des ONG et en présence de toutes les parties prenantes. Alors, ici, nous allons dire que la stratégie de la conservation communautaire des aires protégées au Kahuzi-Biega ne pose pas problème. Ne pose pas problème, mais c'est vraiment un processus à ma vision. Et qui se réalise. Kahuzi-Biega est le moteur pour l'image de la conservation communautaire. Mais tel que ça se faisait, moi j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de ratés. Je suis de l'avis qu'on doit revoir cette stratégie. On doit mettre des choses qui sont réalisables et concrètes. Des choses qui vont amener réellement cette communauté à s'approprier la conservation. Mon point de vue, moi, pour ce qui est de la conservation communautaire, l'indicateur est simple. Il faut arriver à un grand nombre de communautés riveraines qui disent notre parc. Tu vois que c'est simple. Qui disent seulement notre parc.
Quand tu viens détruire, on dit non, il ne faut pas aller détruire notre parc. Quand tu viens faire la chasse, non, il ne faut pas aller là-bas, tu peux détruire notre parc. Et ça marche. Là, déjà. il y a notre parc. Dès qu'ils s'approprient que c'est notre parc, tout ce que nous sommes en train de connaître comme conflit, comme petite discussion avec les riverains, ça va se terminer. La santé des espèces est totalement protégée dans Kahuzi-Biega. Je peux vous dire que c'est mieux, ça va de plus en plus mieux qu'hier. Et je suis très fier de ce qui se passe au Kahuzi-Biega. Il est vrai que les gorilles sont en train de monter en nombre, mais il est aussi vrai que beaucoup d'espèces qui étaient déjà disparues sont en train d'être visibles maintenant. Comme quelle espèce? Comme l'éléphant, qui depuis des années on n'en parlait plus. Mais au moins dans le rapport, même de cette année, on sera capable de présenter des photos des éléphants de Kahuzi-Biega. Et ça, c'est un bon message qu'on peut donner aux gens. Puisque personne ne pouvait plus imaginer qu'il y avait encore des éléphants au Kahuzi-Biega. Les constats qu'on a fait dans le parc national de Virunga, quand il y a des naissances des gorilles des montagnes, on annonce à tout le monde, au niveau international, qu'il y a eu naissance de telles familles. Mais pour les gorilles des plaines, qui sont aussi des espèces totalement protégées, oui, des espèces pas des Kahuzi-Biega, vous ne voulez pas nous donner des informations. Quel est le secret? Vous voulez d'abord réunir un grand nombre et puis publier ça au même moment? Non, nous, on n'est pas... on ne travaille pas dans cette vision. Il est vrai qu'il y a des naissances qui se passent au Kahuzi-Biega, mais sincèrement, on n'a pas cette stratégie. Nous disons que les espèces sont là et nous continuons à les protéger. Le mettre en exergue pour faire une publicité de la naissance, c'est comme si on n'en avait pas assez, mais nous pensons que ce qui est là est suffisant et nous croyons qu'il y aura encore beaucoup d'ajouts et ça va s'augmenter. Vous avez dit, là vous avez les gorilles des plaines, de l'Est et les gorilles des montagnes aussi? C'est différent. Non, nous n'avons pas les gorilles des montagnes. C'est seulement les gorilles des plaines. Les gorilles des montagnes, vous les trouvez au Virunga, vous les trouvez au Rwanda et en Ouganda. Mais les gorilles des plaines de l'Est, vous ne les trouvez pas dans un autre pays. C'est uniquement au Kahuzi-Biega. Donc si vous visitez les gorilles au Rwanda, au Burundi, vous avez, en Ouganda, vous avez encore une dette, puisque là, vous n'avez pas encore visité les gorilles des plaines de l'Est. Et qui est notre plus grand secret. Et quand vous y arrivez, les experts, nos guides, nos pisteurs, ils vont vous présenter beaucoup d'éléments de différence entre les deux sous-espèces de gorilles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir environ combien d'individus qui sont au parc national de Kahuzi-Biega? Comme on n'aime pas publier les naissances, en tout cas moi je pense que le nombre de gorilles de Kahuzi-Biega, nous avons opté les garder et vous montrer qu'il y en a. Ah bon? Alors, c'est qu'il faut seulement se rendre au Kahuzi-Biega. Il faut venir au Kahuzi-Biega. Sinon, vous si allez on voir, on vous dira, il y a autant qui sont suivis dans les cadres de visite, dans les cadres scientifiques, et même les sauvages. Puisque nous avons fait des inventaires et nous avons une idée du nombre de gorilles qui sont dans le parc national de Kahuzi-Biega. Une idée, puisque les inventaires ne sont pas encore terminés. Il y a presque 2 blocs qui restent, mais nous avons une idée de ce qu'il y a comme nombre. Mais malheureusement, quand vous serez en visite au Kahuzi-Biega, on vous donnera les nombres. Comment s'organise le tourisme dans le parc national du Kahuzi-Biega? Je peux dire aujourd'hui, c'est le plus grand parc qui organise le tourisme en RDC. Ah bon? Puisqu'avec les petits problèmes qui se sont passés au parc national de Virunga, ils sont un peu en ralenti. Mais au Kahuzi-Biega, le tourisme a été frappé bien sûr de la pandémie de Covid-19. Mais nous pouvons dire que ça évolue bien. Puisque vous vous rappellerez, en 2019 ou même en 2020, nous avons été publicité 3e meilleure destination touristique en Afrique. Voilà. Kahuzi-Biega. Et en dehors de tout ce qui essaie un peu de faire rêver les Congolais, le parc d'Afrique du Sud, de Tanzanie, de Kenya, mais nous avons été publicité 3e meilleure destination touristique en 2019. Nous avons été reconduits en 2020 et nous pensons que c'est à nous, les Congolais, de prendre conscience de ce que nous avons. C'est ça le mal chez nous. Voilà. Nous ne réalisons pas ce que nous avons. Nous voyons seulement ce qui se font ailleurs, ce que les autres font. Et quelquefois, nous sommes les premiers à vanter ce que les autres font. Oubliez que même chez nous, quelquefois, il y a des choses qui se font plus que ce qui se fait ailleurs. Comment le parc s'organise pour l'accueillir des touristes? Parce que c'est ça la grande question. Ceux qui suivent l'émission voudraient bien se rendre au Kahuzi-Biega. Mais la première question, est-ce que les touristes sont, dès qu'ils seront là, seront dans un état vraiment de tranquillité? Il y a 3 choses qu'il faut dire. Le premier point, c'est la sécurité. Voilà.
le parc national de Kahuzi-Biega, surtout dans sa zone touristique, est très bien sécurisé. La sécurité est à 90%. À Vraiment 90%. au zénith. Vous venez, vous serez bien sécurisé jusqu'à votre retour. La deuxième chose, c'est les logements. Nous avons des logis maintenant, nous avons des bungalows où si vous ne voulez pas rentrer à Bukavu, vous pouvez passer une nuit au parc sans problème. Dans les standings vraiment internationaux, vous ne serez pas déçus. Et la troisième chose, c'est les transports. Nous nous organisons de notre manière pour que tout celui qui veut visiter Kahuzi-Biega atteigne Kahuzi-Biega sans problème. Voilà. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, tout est en ordre et personne n'a été là. En tout cas, ça fait 3 ans que je suis au Kahuzi-Biega, je suis à ma 4e année. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a visité les gorilles au Kahuzi-Biega et qui est rentré dessus. Personne. Ils sont toujours avec une expression Et de je peux satisfaction. aimer que celui qui a déjà été dessus, qu'il m'écrive pour me dire un jour, non, moi j'étais là, en tout cas je n'ai pas été satisfait. Très bien, c'est un très bon message. Nous devons quand même présenter une bonne image pour la République du Congo. La question qui nous passe par curiosité, depuis un certain temps, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a lancé un grand projet qui consiste à créer on appelle ça les partenariats publics-privés. Dans cette stratégie, on arrive à à créer des centrales hydroélectriques dans le parc, soit là où il n'y a pas de centrales hydroélectriques, on crée des centrales solaires. Chez vous, le projet est arrivé? Vous avez parlé d'un projet. Si c'est un projet, donc ça ne va pas se réaliser partout au même moment. Voilà. Je pense que c'est la vision du directeur général, donc ça va arriver. Et vous avez du potentiel qu'on peut transformer comme dans d'autres sites. Nous serons heureux de recevoir ces grands projets. Nous avons beaucoup de potentiel. Je peux vous informer en passant que le parc national de Kahuzi-Biega déverse à au moins 40% de ses eaux, contribue à au moins 40% des eaux du lac Kivu. Ah bon? Donc Kahuzi-Biega, c'est vraiment un château d'eau. Et quand vous êtes à Bukavu, l'eau que vous buvez à Bukavu vient du parc national de Kahuzi-Biega. Wow. Donc nous avons ces grands services écosystémiques de fournir de l'eau et puis l'eau de qualité, non seulement pour la consommation, mais qui peut aussi servir à l'énergie électrique. Alors l'énergie électrique que vous utilisez dans le parc provient... Non, jusque-là, c'est l'énergie de notre service national. Non, c'est la SNEL qui nous donne du courant. Mais c'est comme toujours. Ouais. Un courant qui vient pendant quelques heures et quelques heures n'avons pas de courant. Ah, vous subissez aussi les mêmes problèmes même dans le parc. Ça n'est pas seulement pour Kinshasa. Et ça, c'est ce qui dérange un peu à nos visiteurs qui arrivent. Mais nous croyons, comme vous venez de m'annoncer, je n'étais pas au courant, qu'il y a des projets de construction de barrages. Quand on va construire notre propre barrage, Kahuzi-Biega sera stable sur le plan de la lumière ou de l'énergie électrique. Et ça va beaucoup contribuer pour mettre à l'aise nos visiteurs ou les touristes qui passeront nuit à Kahuzi-Biega, mais aussi pour permettre le travail, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et enfin, contribuer aussi à la consommation communautaire, puisque les retombées de ce qui va venir de l'électricité permettra qu'on puisse répondre aux besoins des communautés. Quelle est votre relation avec les différents partenaires du parc national de Kahuzi-Biega? Très bonne. J'ai de très bonnes relations et moi je me dis si on veut se développer, on doit avoir les bras ouverts pour recevoir les autres. Le développement, c'est l'ensemble de toutes ces cultures qui viennent de n'importe quel coin ou n'importe quelle communauté. C'est ce qui nous aide à nous développer. Si nous voulons bien gérer Kahuzi-Biega, nous devons ouvrir la porte à tout le monde. Et c'est ça ma politique. Que ce soit au niveau national ou au niveau international, moi je suis ouvert à tout le monde. Est-ce que vous avez aussi, à part la population riveraine, vous avez aussi des partenaires locaux? Oui, je voulais féliciter ici les partenaires locaux, que heureusement vous êtes revenus sur ça. Nous avons curieusement fonctionné, je peux le dire, à beaucoup de pourcentages avec l'appui des partenaires locaux. Wow. En tout cas, les 3 ans que je viens de faire au Kahuzi-Biega, j'ai beaucoup travaillé avec les partenaires locaux. Leur contribution moindre, mais qui était efficace, puis ça nous aidait à avancer et à mettre vraiment les points sur les i. Beaucoup de réussites, beaucoup de résultats que nous avons eu, c'était avec la ration que nous avons reçu des partenaires locaux, c'était avec le carburant que nous avons reçu des partenaires locaux, et c'était avec
l'encouragement et la participation à beaucoup de niveaux de ses partenaires. Donc ce ne sont pas vraiment des partenaires à négliger. Et ici, je viens vraiment les saluer. Je ne vais pas citer les noms puisqu'ils sont nombreux, mais je peux citer 3 en passant. Nous avons ici soutenu PEX, Primate Expertise. Nous avons travaillé avec Popov Foundation et Strong Root. Ce sont les 3 partenaires qui nous ont beaucoup accompagnés dans beaucoup, en tout cas s'il faut le dire, d'activités. Nous voulons dire que ça s'annonce très bien pour le parc national de Kahuzi-Biega. S'il faut projeter de manière perspective de ce que sera le parc national de Kahuzi-Biega en 2030. 2030, je ne serai plus là. Vous travaillez par mandat? Je ne serai plus au Kahuzi-Biega, je ne serai plus à l'ICCN, puisque, en tout cas, je suis en train de préparer ma sortie. Dans 5 cas, si ça peut être, je peux sortir. Il faut sortir avant, après avoir réalisé ce que vous avez fait. C'est ma part, chacun fera aussi sa part. Et moi, je pense qu'il y a des choses que les autres viendront aussi faire comme leur contribution. Et s'il en est ainsi, qu'est-ce que je peux projeter? Mon plus grand résultat, moi, c'est que les parcs puissent d'abord sortir de la liste en péril. Et tout le reste, je rêve d'un Kahuzi-Biega, vraiment un paradis terrestre. Si, même ceux qui viendront après moi, peuvent à tout moment se référer à moi, dans le cadre des idées, je peux vraiment contribuer pour qu'on arrive à cette réalité-là. C'est facile de l'amener à être un paradis terrestre, mais c'est la volonté et les moyens. Moi, si j'ai les moyens, puisque je sais que la volonté, j'en ai déjà. Si j'ai les moyens financiers, je peux faire de Kahuzi-Biega un paradis. Directeur dédié Biaombe, nous sommes arrivés presque à la fin, mais vous avez des messages clés que vous pouvez lancer parce que nous sommes rattrapés par le temps. Et si nous pouvons parler de Kahuzi-Biega, ce n'est pas en 45 minutes que nous pouvons parler, mais la petite présentation que nous venons de faire de Kahuzi-Biega et les quelques points que nous venons de toucher, mais vous pouvez aussi résumer quelque chose de ce qu'on n'a pas pu dire. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais la seule chose, peut-être, qui est très capitale pour moi, j'ai toujours invité tous les Congolais à prendre conscience de protéger nos valeurs. Kahuzi-Biega, c'est notre richesse. Pour les gens du Sud Kivu, j'ai toujours dit que Kahuzi-Biega, c'est leur identité. Puis tu peux dire je reste à Miti ou je reste. Tu ne connais même pas Miti. Mais si tu dis je reste autour de Kahuzi-Biega, même au niveau de n'importe quel continent, tout le monde connaît. C'est notre vraiment identité. C'est notre parc. Si c'est quelqu'un de l'Est, quelqu'un de la RDC, quelqu'un de l'Afrique centrale ou du monde entier, peut même à une seconde réfléchir sur la destruction de Kahuzi-Biega, donc il ne mérite pas vivre sur cette planète Terre. Il doit aller dans une autre planète. Donc j'appelle tout le monde à la protection et à l'amour de ce parc qui n'est pas seulement les miens, mais qui nous appartient tous. Nous devons ensemble les protéger, les transformer dans les cadres positifs pour que ça puisse vraiment servir à nous et aux générations futures. Et ensemble, en s'appropriant vraiment cette conservation et cette forêt avec tout ce qu'il y a comme faune et autres, nous pensons que même les générations futures nous en remercieront. Merci le directeur, nous vous disons un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Pour votre grande disponibilité. Et nous espérons vous avoir prochainement dans notre émission Grand Angle Environnemental. Je suis toujours disponible et je termine par remercier tous les agents du PNKB qui vont suivre cette émission. Et sincèrement, courage pour eux et je les appelle aussi à ajouter encore beaucoup d'efforts pour que ce parc soit toujours le miroir de notre pays et surtout la porte d'entrée touristique de l'Est. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris que c'est la fin de notre émission Grand Angle Environnemental. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir le directeur dédié Biaombe, qui est le chef de site, directeur et chef de site du Parc national de Kahuzi-Biega, l'un des sites du patrimoine mondial qui est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ça ne veut pas dire que quand on dit site du patrimoine mondial que ça appartient au monde entier, mais c'est d'abord un site de la République du Congo. Alors, il nous a parlé en long et en large. Nous avions voulu quand même l'avoir dans notre émission. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réaliser des exploits. Il a été primé meilleur gestionnaire des aires protégées. Il fait des grands pas. Il collabore très bien avec la population locale. Et surtout,
on sent quand même qu'il y a une forte attraction touristique dans le parc national de Kahuzi-Biega. Nous vous invitons de faire comme les autres touristes. Alors, visitez le parc national de Kahuzi-Biega. Vous ne serez pas déçus et vous trouverez des espèces comme l'espèce qu'on vient de citer, les gorilles des plaines de l'Est. Alors, nous sommes vraiment assoiffés d'aller vivre dans notre émission Campagne environnementale, ces gorilles des plaines de l'Est. Si vous avez aimé, dites merci à Julien Seleman qui était derrière la caméra, Redi Mouvoumou qui était aussi derrière la caméra. Dites merci à Rodrigue Bonda qui va permettre au montage de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision environnement et conservation de la nature. Au revoir.